de travail dont l'objectif sera bien de vous amener des réponses. Alors, nous allons commencer ce webinaire en dressant déjà un état des lieux des enjeux de la lutte contre les violences conjugales en France, notamment au regard de la période récente que nous avons vécue. On abordera ensuite les idées reçues sur les violences conjugales et le rôle de l'entreprise sur ce sujet, sachant que si vous êtes présente aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes peut-être déjà convaincu que l'entreprise a un rôle à jouer en la matière. Et enfin, nous prendrons un temps pour échanger et recueillir vos attentes sur le sujet. Ça nous permettra de préparer la suite. Et un peu plus tard dans l'année, nous rentrerons plus en détail sur vos pratiques, les pratiques des entreprises. Donc, nous en profiterons pour associer à ce travail une structure interlocutrice spécialisée, la Fédération nationale des centres d'information pour les droits des femmes et des familles. Voilà, nous avons quelques représentantes, notamment Claire Caminade, qui sont présentes en tant qu'observatrices. Et on vous laissera vous présenter quelques minutes à la fin de ce webinaire. Bien, je te laisse maintenant la parole, Julia. Merci. Alors, pour démarrer effectivement cette introduction, on voulait tout d'abord vous présenter quelques chiffres sur les violences conjugales. Tout d'abord, quelques chiffres généraux un petit peu pour mieux saisir l'ampleur de ce sujet de société. Le premier chiffre, c'est qu'il y a en moyenne 219 000 femmes françaises adultes qui sont victimes chaque année de violences physiques et ou sexuelles par leur ancien ou actuel partenaire. Ce qui montre un petit peu l'importance de ce phénomène. Le deuxième chiffre, c'est celui des féminicides commis en France en 2019. Il est de 149. Cela correspond à peu près à un féminicide tous les 2 jours et demi en France. C'est le collectif Féminicide par compagnon ou ex qui se charge depuis quelques années de recenser dans la presse régionale les victimes de ces crimes conjugaux. Ensuite, on souhaitait vous présenter quelques chiffres également relatifs aux violences conjugales pendant cette période de crise sanitaire et de confinement, qui nous ont permis de comprendre que ce phénomène avait augmenté, mais aussi qu'il avait été mis plus en lumière durant ces dernières semaines. Le premier chiffre, c'est qu'il y a eu 5 fois plus de signalements reçus sur la plateforme gouvernementale dédiée aux violences conjugales durant ces 8 semaines de confinement. Le second, c'est qu'il y a eu plus 36% de plaintes enregistrées durant cette période par la police. Et ensuite, plus de 48% d'interventions à domicile de la police par rapport à la même période en 2019. Voilà, donc ça nous montre aussi que ce phénomène s'est renforcé ces dernières semaines avec le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, le télétravail qui a été généralisé pour beaucoup de collaborateurs et aussi le chômage partiel. Ces chiffres ne nous font pas réagir que nous. Ils ont amené l'État aussi et les associations à renforcer des dispositifs existants, mais aussi à innover pour permettre aux victimes de violences conjugales de signaler ces cas, mais aussi à toute la population française de se former. On souhaitait donc vous présenter quelques-unes de ces initiatives qui nous paraissent intéressantes à noter. Tout d'abord, des initiatives de l'État. Il existait déjà depuis 2019 une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.org. Cette plateforme a été renforcée pendant la période de confinement avec la possibilité de joindre les forces de l'ordre en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un système de chat. Vous voyez un petit peu sur cette barre en haut les numéros d'urgence qui étaient rappelés, la possibilité de trouver une association qui puisse accompagner les victimes et enfin la possibilité d'effacer les traces de son passage sur ce site. La deuxième initiative, vous en avez aussi sans doute entendu parler, c'était la possibilité pour les victimes de se signaler dans des pharmacies. Ça a été lancé pendant cette période et surtout la possibilité pour les pharmacies d'appeler les forces de l'ordre. C'était le cas quand une femme se présentait seule, mais aussi quand une femme se présentait en couple avec son conjoint. La possibilité de dire masque 19 et pour la pharmacie de déclencher un appel aux forces de l'ordre.
Ensuite, on a noté quelques initiatives d'associations. La première, c'est l'association Appel, l'initiative Appel qui avait été créée il y a quelques années déjà par la militante Diariata Ndiaye. L'objectif de cette appli Appel, c'était de pouvoir signaler à ses proches une situation de violence. Ça pouvait être dans la rue et ça a été vraiment remis en avant pendant cette période de confinement au sujet des violences conjugales. L'application Appel, elle permet de préenregistrer 3 contacts, 3 connaissances, 3 proches, qui en un clic sont prévenus en cas de violence et de danger. Il y a un message qui leur est envoyé toutes les 90 secondes pour signaler que la personne est toujours en danger. Ça envoie également le signalement, la position GPS, et ça permet de déclencher un enregistrement vocal qui est enregistré sur l'application et qui pourra ensuite être joint au dossier en cas de dépôt de plainte. Voilà. Donc cette application a vraiment été remédiatisée pendant cette période de confinement. Et enfin, une initiative un peu plus générale du collectif Nous Toutes, qui a, pendant le confinement, mis en place gratuitement des formations sur Zoom sur le sujet des violences au sein du couple. L'objectif de ces formations, c'est apprendre à chacun, hommes et femmes, hein, c'est important, c'est une formation qui était ouverte à toutes, apprendre à détecter et à réagir correctement. Ces formations ont pris une ampleur qui les a elles-mêmes dépassées, parce qu'il y a plus de 25 000 personnes qui ont bénéficié de ces formations en ligne pendant les semaines de confinement, avec un Zoom à 10 000 personnes voilà, autour du 30 mai. Voilà pour les initiatives récentes. Je vais laisser Julie maintenant vous parler des initiatives d'entreprise sur le sujet. Oui, effectivement, ce sont également les entreprises qui se sont mobilisées dans cette période pour prêter main forte à cette action de l'État et des associations. À l'instar, par exemple, des équipes de l'opérateur Orange qui, dès les premiers jours du confinement, se sont mobilisées pour apporter, dans les plus brefs délais, une solution technique aux écoutantes du 3919, c'est le numéro d'écoute nationale, et afin que celles-ci puissent poursuivre leur activité à distance depuis leur domicile. Donc Orange a fourni des téléphones avec kit main libre et des casques avec micro, des ordinateurs, et a permis d'assurer le routage des appels du 3919 vers les numéros de smartphone des écoutantes à leur domicile. Et donc Orange a aussi permis l'ouverture d'une ligne spécialement dédiée pour maintenir une écoute avec les auteurs de violences conjugales et familiales et les personnes susceptibles de passer à l'acte de violence. Autre exemple, avec le concours de l'État et des enseignes de la grande distribution, des points d'accueil et d'information éphémères ont été mis en place dans des centres commerciaux et dans des supermarchés. Et c'est le cas notamment de Carrefour qui a organisé dans certains de ses magasins des points d'accueil, avec notamment la collaboration de professionnels, d'associations spécialisées, dont les centres d'information aux droits des femmes et des familles. On a également vu des initiatives de relais du numéro d'écoute nationale et d'urgence. Peut-être que vous avez vu, si vous avez été attentif, vous avez vu ça sur vos tickets de caisse. Intermarché, Monoprix, Carrefour, voilà, ils mettaient la mention du numéro d'urgence 3919, numéro d'écoute et d'urgence sur les violences. Alors, les entreprises, elles ont également, des entreprises ont également agi au travers du don financier. Avec ce soutien, c'est par exemple la Fondation des femmes qui est parvenue à mobiliser un fonds d'urgence d'un montant de 2 millions d'euros pour apporter des moyens de protection aux victimes dans cette période de confinement. Et c'était notamment des solutions, ça a permis de développer des solutions, notamment en termes d'hébergement et de moyens matériels dans cette période. Alors, depuis plus de 20 ans, le cadre juridique français en matière de lutte contre la violence conjugale n'a cessé d'évoluer vers une reconnaissance progressive des violences conjugales dans son caractère multiforme. Et donc, cette évolution de la loi était aussi vers un renforcement des dispositifs d'alerte et de protection des victimes. Dernièrement, en décembre 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales, dont le principe reposait sur une consultation d'experts sur une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle des mesures ont été proposées.
Et l'enjeu, en tout cas l'enjeu de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes en parcours de sortie de violence est un enjeu qui est régulièrement évoqué ces dernières années, notamment au travers des associations de terrain qui accompagnent les personnes victimes, mais également des enjeux qui sont remontés au niveau des enjeux des experts et de l'État. Et le Grenelle des violences conjugales l'a en tout cas mis à l'ordre du jour, considérant que l'autonomie financière et la détection des situations en milieu professionnel est un levier de sortie des violences. Donc, parmi les mesures présentées à l'issue du Grenelle, on a eu par exemple la question de l'ouverture du droit aux victimes sous ordonnance de protection de débloquer leur épargne salariale de façon anticipée. Alors, l'ordonnance de protection, elle est délivrée par le juge des affaires familiales sur la base de preuves des violences subies. Ça vise à protéger en fait les victimes de violences, qu'elles aient ou non déposé plainte, et que l'agresseur ait été condamné ou non sur le plan pénal. Donc, ça répond à des situations aussi d'urgence où la personne est en danger. Et cette ordonnance peut permettre notamment l'éloignement du conjoint violent du domicile conjugal. Et enfin, il y a également une mesure qui a été présentée, c'est autour de cet impact des violences sur le travail, c'est prendre en compte cette thématique des violences au niveau des plans de santé au travail, et notamment les plans de santé régionaux de santé au travail. Voilà, parmi ces mesures qui sont actuellement encore en train d'être étudiées et développées au cours de cette année 2020. Enfin, pour votre information également, et dans la suite du Grenelle des violences conjugales, une loi a été promulguée dans son texte initial le 28 décembre 2019. Donc, elle a consisté à modifier certains articles du Code pénal et du Code civil dans cet objectif que je vous évoquais tout à l'heure de renforcement de la protection des victimes. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. En tout cas, elle prévoit notamment la réduction du délai de délivrance de l'ordonnance de protection. C'est vrai qu'il y avait une problématique au niveau des délais, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de semaines, voire des mois. Là, l'objectif, c'est de réduire à 6 jours. Donc, cela permet d'agir plus vite compte tenu de l'urgence et souvent le danger que représentent les situations des victimes. Il y a aussi l'aide financière qui est un levier essentiel pour sortir des violences. Donc, une proposition d'aide financière au relogement, ce qui permet de stabiliser durablement la situation des personnes victimes en parcours de sortie de violence. Et enfin, l'élargissement du dispositif téléphone grand danger. Donc, le téléphone grand danger, il est associé à des mesures d'éloignement du conjoint ou de l'ex-conjoint violent. C'est le procureur en fait, qui prend la décision de délivrer ou non ce téléphone. Et ce téléphone, en fait, il est muni d'une touche spéciale pour prévenir directement les secours adaptés. Et en moins de 10 minutes, les secours peuvent intervenir. Donc, c'est vraiment dans les situations d'urgence et de potentiel danger. Alors, je n'aurai pas le temps d'en dire plus, mais n'hésitez pas à déposer vos questions dans le chat. Si vous en avez, on y répondra directement. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Julia pour aborder la suite. Alors, effectivement, on arrive au moment où on aimerait échanger avec vous sur des idées reçues que l'on peut avoir en tant que personne, mais aussi en tant que structure, sur les violences conjugales et aussi sur le rôle que devrait jouer ou que peut jouer l'entreprise en matière de violences conjugales. On s'est dit que c'était intéressant de l'aborder à travers d'idées reçues parce que c'est des idées reçues auxquelles vous pourrez peut-être faire face dans l'entreprise au moment où vous déciderez de lancer le sujet, peut-être auprès de la direction, auprès des équipes, auprès des managers. Donc on s'est dit que ça serait intéressant d'échanger sur ce format-là. On va aborder 5 idées reçues et on vous propose, pour certaines, d'intervenir dans le chat. On va vous poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous répondre peut-être à quelques questions. N'hésitez pas également à poser des questions dans le chat à tous. On les prendra à la fin, on prendra un temps de quelques minutes pour y répondre. Donc la première idée reçue sur laquelle on s'est interrogé, c'est que la violence conjugale, ça serait forcément des coups, c'est quelque chose qui se voit. Je vais vous inviter peut-être à nous répondre dans le chat. Pour vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?
On va voir si tout le monde maîtrise cet outil de converser. Donc, converser, envoyer à tout le monde. Voilà, dites-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, nous avons pour l'instant une majorité de faux, encore de faux. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Effectivement, la violence conjugale et donc les violences conjugales sont des violences multiformes. C'est vraiment important de se dire aussi qu'on ne dit pas trop la violence conjugale, mais plutôt les violences conjugales. Pour vous apporter quelques éléments de réponse, tout d'abord, on aimerait vous poser la question, pouvez-vous nous citer les différents types de violences conjugales? Alors, on ne va pas vous demander des exemples, mais par exemple, les coups, on parle de violences physiques. Est-ce que vous pourriez nous citer d'autres types de violences conjugales? Un peu plus complexe que vrai ou faux, mais de nouveau, je vous invite à nous répondre voilà, à tout le monde. Alors, voilà. Effectivement, donc plusieurs catégories, psychologiques, mentales, sexuelles, économiques, morales, psychologiques. Administrative, économique, ouais. Ouais, violence administrative également. Bon, là, c'est un peu de la triche parce que c'est la FNCIDFF qui répond, donc j'imagine que vous êtes particulièrement au point sur le sujet. Ouais. Mais voilà, l'idée, effectivement, Julie, je peux te laisser faire apparaître tout ça, c'est qu'il existe plusieurs types de violences conjugales. Des grandes catégories. Et c'est important de les avoir en tête pour comprendre aussi la complexité de ce mécanisme et le fait que ça ne se voit pas toujours, les violences conjugales. Il y a tout d'abord des violences administratives. On va vous donner quelques exemples, mais c'est l'idée d'empêcher la victime d'enclencher certaines démarches qui pourraient la sortir de cette situation. Des violences économiques et patrimoniales qui, là, vont être plutôt sur objectif. Pas tout de suite les exemples. D'accord. Plutôt avec pour objectif de réduire l'autonomie de la victime, voilà, l'autonomie financière. Les violences psychologiques, on va être plutôt sur des violences insidieuses mais permanentes, à la différence de certaines autres, avec l'objectif pour la personne qui est à l'origine de ces violences de contrôler, de déstabiliser et d'humilier. Sur les violences physiques, c'est les violences les plus repérables, celles auxquelles on pense en premier, parce qu'elles laissent des traces visibles, mais c'est important d'avoir en tête qu'elles ne sont jamais isolées. Il n'y a jamais que des violences physiques dans des violences conjugales, c'est toujours accompagné d'injures, de menaces, de contrôle. Et les dernières violences, ce sont les violences sexuelles, qui sont des violences physiques et psychologiques, et qui restent peu exprimées, car très taboues toujours, même dans les situations de violence conjugale. Maintenant, donc, vous donnez quelques exemples pour chacune de ces violences. Peut-être que vous les aviez en tête ou pas, mais ça permet vraiment de mettre des situations réelles derrière ces classifications. Sur les violences administratives, on va être par exemple sur la confiscation d'une pièce d'identité, en particulier pour les femmes d'origine étrangère qui chercheraient à fuir et à partir. La confiscation de la carte vitale ou des diplômes pour, par exemple, des femmes qui voudraient faire des démarches de recherche d'emploi. Dans les violences économiques et patrimoniales, on va être sur le contrôle des ressources financières, donc parfois le contrôle du salaire, qui ne sera pas directement versé à la personne, de l'activité professionnelle, mais aussi les refus de paiement de la pension alimentaire. Les violences psychologiques, on va y retrouver les injures, les humiliations. On est aussi sur des violences verbales, du coup, qu'on a un petit peu regroupées. Le harcèlement moral et un élément très important qui est la question du contrôle. Le contrôle des déplacements, mais pas que. Il y a un chiffre qui est marquant, c'est que dans 80% des féminicides, on se rend compte qu'il y avait du contrôle de la part du conjoint sur la victime. Donc c'est devenu presque un des éléments que les forces de l'ordre ou la justice cherchent le plus à identifier pour prévenir les cas qui pourraient se transformer en féminicide. Et il peut y avoir aussi de la destruction de biens. Sur les violences physiques, bon, voilà, on est sur les coups, les blessures, et sur les violences sexuelles, sur le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et également le viol conjugal. On vous a mis à droite une image que vous ne pouvez pas voir précisément, mais on souhaitait vous en parler. C'est le secrétariat d'État à l'égalité homme-femme qui a créé cet outil. Ils l'ont appelé la roue des violences. L'idée, c'est en fait, de permettre aux jeunes et aussi aux professionnels qui travaillent sur ce sujet d'identifier des signaux qui vont être au cœur de la roue, au plus près du centre, des signaux qui doivent alerter sur différents sujets, qui peuvent ensuite se transformer à l'étage du dessus sur des situations qui deviennent condamnables par la loi et qu'on vient ensuite ranger dans une catégorie de violence. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous saisir de cet outil. Il a été mis en ligne suite au Grenelle en fin d'année dernière.
Voilà pour cette première idée reçue. On va passer donc à la deuxième idée reçue. Si vous n'avez pas d'autres questions, très bien. Alors, mais depuis ce temps, pourquoi elle ou il ne l'a pas quitté? Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette réflexion. C'est effectivement un réflexe humain de considérer qu'effectivement, on est sur quelque chose voilà, qui serait du côté de la responsabilité de la personne. On se dit pourquoi elle n'a pas réagi à temps? Pourquoi elle n'a pas demandé le divorce? Ou pourquoi elle n'est pas partie le moment venu alors que son conjoint a été manifestement violent? Voilà, comme je vous disais, ça sonne comme une évidence. Ce qui est problématique, en fait, avec ce type de réflexion, c'est que ça ramène la responsabilité du côté de la victime. Mais c'est sa faute, elle aurait dû réagir. Donc la réalité, en fait, elle est bien moins simple, car la violence conjugale, c'est un phénomène qui ne se limite pas, comme on l'a vu, à un acte violent. C'est un processus au mécanisme complexe. Alors, les violences conjugales, c'est effectivement un phénomène qui s'installe progressivement dans le temps et qui a à distinguer du conflit, absolument, car on est bien ici dans un rapport de domination unilatérale, toujours domination d'un sur l'autre, dans le même sens. Alors, des psychiatres qui ont travaillé sur la question de la mémoire traumatique décrivent en effet les violences conjugales comme un processus d'emprise. Alors, cette emprise, elle s'installe progressivement dans le couple et il s'agit en fait d'une pression psychique exercée par le conjoint violent sur la victime. Donc, on parle même de colonisation psychique. Et cette emprise, en fait, elle a pour conséquence d'annihiler la volonté des personnes victimes. Et celles-ci vont souvent se dire que c'est de leur faute. C'est elles qui vont se sentir coupables et qui vont se dire que c'est à elles de changer leur comportement pour leur conjoint. Donc, cette emprise, elle peut durer des mois, des années, même après une séparation. C'est pour ça que voilà, c'est beaucoup plus complexe que voilà, quelque chose dont on peut sortir de façon immédiate. Par ailleurs, les violences conjugales, elles obéissent à des cycles. C'est-à-dire qu'après, voilà, ça passe par des process, des périodes dans la relation de couple. C'est-à-dire qu'après des moments de crise, d'explosion de la violence, peuvent s'installer des périodes de rémission au cours desquelles la personne touchée par les violences va reprendre l'espoir de la disparition des violences. Donc, on parle à ce propos de la phase de lune de miel. Je vous ai mis le schéma du cycle tel qu'il est conçu, pensé par les associations qui accompagnent les personnes victimes. Mais en tout cas, voilà, le problème, c'est que la fréquence, l'intensité des scènes de violence vont augmenter dans le temps. Et ça peut aboutir au suicide de la personne ou un homicide et plus souvent un féminicide. Donc voilà, comme quoi, voilà, c'est un processus qui dure dans le temps, mais qui, au fur et à mesure, s'aggrave. Donc, en tout cas, il se peut que dans votre entreprise, vous ayez connaissance ou vous rencontriez un salarié dont la situation personnelle de violence est connue ou bien soupçonnée et qui vous semble aller mieux pendant un temps et qui après reviendra à une attitude ou une situation de plus en plus préoccupante. C'est pour cela qu'il faut bien en avoir conscience pour comprendre ce phénomène des violences conjugales, sans quoi il est complexe à détecter et à appréhender sur le long terme. Voilà, je te laisse la parole, Julien, pour la troisième idée reçue. Alors, la troisième idée reçue serait de se dire que les violences conjugales touchent surtout les personnes défavorisées et les personnes fragiles. Pas de suspense sur cette idée reçue, c'est faux. C'est faux et c'est important de le savoir parce qu'il est important qu'on ait en tête le poids de nos stéréotypes sur le sujet.
Je veux bien que tu avances. Voilà, il est vraiment important d'être conscient de nos stéréotypes parce que il se peut aussi en entreprise que vous ayez un public de cadres en face de vous et que donc, du fait de ce stéréotype, on évacue l'idée de se dire que certaines des collaboratrices ou des collaborateurs pourraient être victimes de violences conjugales. Euh, pour continuer dans la réponse, l'idée c'est qu'il n'y a pas de profil type de victimes de violences conjugales. Les associations qui accompagnent des femmes victimes de violences vous le diront. Par contre, on remarque plutôt que les réactions varient selon la durée du cycle de violence. Plus la violence est présente depuis longtemps, plus la femme victime perd sa liberté d'agir et de penser. Par contre, les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux et tous les milieux professionnels. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Sur ce point, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu récemment un reportage de France 2 sur les féminicides qui malheureusement met particulièrement en lumière cette réalité avec une personne voilà, qui a été victime de féminicide, qui avait un niveau cadre supérieur et qui était particulièrement engagée sur les questions voilà, d'égalité homme-femme, féministe, qui envoyait des éléments sur les violences conjugales à ses amis, donc particulièrement sensibilisée, et qui pour autant a été victime d'un féminicide. Donc, on va vous mettre voilà, dans la conversation aussi le lien de ce reportage si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Pour autant, il y a deux éléments qui ont pu être observés dans une étude récente de l'INSEE et de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui ont en fait ensemble regroupé des enquêtes de 2008 à 2014 pour essayer de dresser un portrait robot des victimes de violences conjugales. Donc, on ne va pas vous présenter l'intégralité des résultats, mais on aimerait vous en présenter deux. Voilà, ces deux résultats, ils sont relatifs aux études, au niveau d'études dans le couple et également à la question du handicap. Sur la question du niveau d'études dans le couple, ce qui a été remarqué, c'est que tout d'abord, les études ne protègent pas les femmes victimes de violences. Les chiffres sont à peu près équivalents pour tous les niveaux d'études. Pour autant, ce qu'ils ont pu remarquer dans cette enquête, c'est que les taux de violence varient selon le niveau d'études du conjoint. Il est plus important pour les femmes dont le conjoint est sans diplôme ou avec un diplôme de niveau brevet. Et l'autre chiffre qui s'est révélé, c'est que le chiffre des violences conjugales est encore plus élevé si la femme a un diplôme de l'enseignement supérieur et que son conjoint n'est pas diplômé ou à un niveau brevet. Voilà, ça c'est des tendances qui se sont révélées. Et le deuxième chiffre dont on voulait vous parler, c'est la question du handicap et de la corrélation entre le handicap et les situations de violence conjugale. Le chiffre le plus significatif de cette enquête, c'est que les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus victimes de violences conjugales que les femmes sans handicap. On va être à un chiffre de 39 femmes pour 1000 en situation de handicap qui ont été victimes de violences conjugales contre 18 femmes pour 1000 pour les femmes n'ayant pas de handicap. Donc l'idée, c'est pas de se dire que à chaque fois qu'on croise une femme avec une situation de handicap, il faut se dire attention, elle risque d'être victime de violence. Mais pour autant, c'est important d'avoir cet élément en tête pour ne pas manquer des situations voilà, de femmes qui seraient en situation de handicap et qui en plus seraient victimes de violences conjugales. Mais vraiment, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de milieu social dans lequel il y aurait toutes les situations de violence conjugale. Et donc, attention parfois à nos stéréotypes si on veut être en mesure de repérer des signaux faibles et de pouvoir ensuite agir dans l'entreprise en particulier. Bien. Alors, on va passer à la prochaine idée reçue. Alors, les violences conjugales, c'est un sujet d'ordre privé, ça ne regarde pas l'entreprise. Alors ici, bien, on rentre dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Alors, vrai ou faux? J'imagine que vous avez une idée de la réponse. Alors, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette idée, que c'est effectivement faux. Les violences impactent tous les aspects de la vie des personnes et notamment leur situation professionnelle. Ainsi, même si les violences conjugales trouvent leur origine dans la sphère privée des personnes, elles ont des répercussions sur le travail et donc ça regarde l'entreprise. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez
Vous auriez une idée en tête des exemples d'impact des violences conjugales sur le travail à me citer? Quelles conséquences les violences conjugales pourraient avoir sur le ou la salarié dans l'entreprise, à votre avis? Repli sur soi, absence, baisse de productivité, oui, arrêt de travail, stress. D'autres idées? En tout cas, effectivement, la menace de l'auteur sur le lieu de travail. Eh bien, effectivement, ça a un impact, ce que vous citez, les éléments que vous citez, ça rejoint effectivement l'idée qu'il y aura un impact, d'une part, sur la santé psychologique et physique des personnes, également un impact sur la vie sociale et professionnelle des personnes touchées. Donc voilà, je vous ai mis des exemples, ça reprend un peu ce que vous aviez dit, absence, repli sur soi. Donc déjà, pour commencer sur la santé physique et psychologique des personnes touchées, eh bien voilà, vous citiez le stress, vous avez aussi l'anxiété. Il y a, voilà, les personnes peuvent s'exposer à des risques de dépression, de douleurs chroniques. Plus visiblement, voilà, il pourra avoir des présences d'ecchymoses. Après, voilà, on a tout un ensemble de troubles qui peuvent apparaître liés aux violences, notamment voilà, les insomnies, troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, troubles de la mémoire. Donc voilà, ça a un impact aussi sur le travail des salariés. Et donc plus largement, ça a un impact sur la vie sociale et professionnelle des personnes touchées. Parce que effectivement, les personnes auront souvent tendance à un repli sur soi, comme vous disiez Stéphane, une perte de confiance en soi, une dévalorisation également. Ça peut aussi se traduire par une difficulté à prendre la parole. Et puis après, au niveau des comportements, on pourra observer des retards fréquents, bien l'intrusion des préoccupations personnelles dans la vie professionnelle, notamment des problèmes liés aux enfants ou problèmes liés à des démarches administratives. Donc, cela pourra aussi se traduire par de l'absentéisme ou au contraire du présentéisme, c'est-à-dire c'est le fait d'être moins productif. Et encore, voilà, ce que je vous citais tout à l'heure sur les risques de dépression, de troubles du sommeil, insomnie, tout cela peut amener finalement à de l'épuisement et avec un risque aussi voilà, de fréquence, d'arrêt de maladie assez fréquent. Et voilà, plus largement, voilà, il y a un risque de perte d'emploi du fait de cet impact des violences sur le travail. Ça peut se traduire également par le fait de refuser une offre d'emploi ou de formation sans pouvoir apporter de justification, ou encore par une impossibilité de fournir des documents au moment de l'inscription à Pôle emploi ou au moment de l'embauche, ou encore le fait de ne pas se présenter à un entretien. Donc voilà, ça a également des conséquences au niveau de l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi des personnes. Enfin, je voulais quand même l'évoquer pour les personnes qui parmi vous exercent des missions de recrutement dans votre entreprise. En tout cas, ces éléments que je vous avance, ils ne sortent pas de nulle part. C'est-à-dire que plusieurs études ont été menées pour corroborer cet impact négatif des violences sur le travail. En tout cas, l'étude la plus récente, c'est celle qui a été coordonnée par la Fondation FACE et qui a été menée par 4 chercheuses internationales. C'était en 2019, c'était auprès de 6 grandes entreprises. Donc, il y a plus de 6000 salariés qui ont été interrogés et parmi lesquels des personnes déclarant avoir subi des violences conjugales. Et il est sorti notamment qu'au total, plus de la moitié des personnes répondantes ayant déjà subi des violences conjugales ont déclaré que celles-ci avaient affecté leur travail à minima d'une des trois manières suivantes. Donc, les retards, l'absentéisme ou au contraire le présentéisme. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'être moins productif dans son travail. Également, un quart des personnes ayant déjà subi des violences conjugales ont pris des congés pour cette raison, tandis que 16% des personnes ayant déjà subi des violences conjugales ont été victimes jusque sur leur lieu de travail ou à proximité.
Un quart des répondants aussi qui ont subi des violences déclarent être en retard à cause de ces violences. Et enfin, la moitié des répondants, qui également ont subi des violences, ont déclaré que leur productivité avait diminué en conséquence. En tout cas, s'il y a une chose à retenir sur cette idée reçue, c'est que compte tenu de cet impact bien réel des violences conjugales sur le travail, la situation professionnelle des personnes et aussi au regard de cette période que nous vivons et qui semble avoir renforcé la porosité des frontières entre vie privée et vie professionnelle, eh bien, l'entreprise a tout intérêt à se préoccuper de ce sujet. Mais alors, comment s'en préoccuper? Comment agir? Eh bien, Julia, je te laisse la parole. On arrive effectivement à notre dernière idée reçue. Voilà, on vient de voir que l'entreprise a quand même toutes les raisons de se pencher sur ce sujet parce qu'il impacte ses collaborateurs et parce qu'il impacte de manière plus large l'entreprise. Mais souvent, on entend, mais en tant qu'entreprise, je ne sais pas comment réagir. Je ne suis ni la police, ni la justice. Et ça, je pense que c'est souvent quelque chose que vous entendrez et que même vous vous direz en se disant, face à une situation, quel est mon rôle? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où je dois aller? Effectivement, la réponse, ce serait plutôt oui, mais. Oui, mais, je te laisse passer à la suite. Ouais, désolée. Oui, mais, voilà, peut-être pour voir la réponse derrière, nous, l'idée, c'est vraiment de vous dire, vous n'êtes pas la police et vous n'êtes pas la justice, mais vous avez quand même des possibilités d'action et de levier. Bien que tu passes à la suivante, merci. Parce que l'idée, c'est de se dire que si l'entreprise n'a pas pour rôle de régler les situations de violence conjugale, c'est pas votre rôle, c'est pas votre métier. C'est aussi le rôle des associations de terrain et de la police et de la justice. Vous avez néanmoins plusieurs leviers d'action. Le premier levier d'action qu'on a identifié, dont on aimerait vous parler, c'est l'idée d'orienter. C'est vraiment le rôle premier de l'entreprise en matière de violence conjugale, d'orienter en interne vers les services de santé au travail, vers les assistantes sociales, mais aussi d'orienter en externe vers des associations du territoire spécialisées sur le sujet, comme les CIDFF par exemple, voilà, dont vous entendrez un peu plus parler la prochaine fois lors du prochain webinaire. La deuxième idée, c'est qu'en tant qu'entreprise, vous avez aussi la possibilité de communiquer en interne et de sensibiliser vos collaborateurs et vos équipes sur le sujet. Communiquer tout d'abord, même si on ne va pas rentrer en entier dans ces bonnes pratiques parce que ce sera vraiment l'objectif du prochain webinaire, de se consacrer aux bonnes pratiques et aux témoignages d'entreprises qui agissent déjà. Mais l'idée, c'est que vous pouvez communiquer déjà sur l'engagement de l'entreprise sur le sujet, sur les interlocuteurs de référence en interne, mais aussi sur les dispositifs d'État, le 3919, les sites de signalement. Et ça permet souvent déjà de repérer des signaux faibles chez certains salariés qui vont se dire, bon, ça y est, mon entreprise a fait un pas sur le sujet, ça veut dire que je peux leur en parler, en fait. Ils y ont réfléchi, il y a sans doute quelqu'un à qui je peux parler de ce sujet. La deuxième raison pour laquelle on aimerait vous conseiller de communiquer sur le sujet, c'est comme l'a dit Julie, que depuis quelques semaines, il y a une très forte porosité entre le travail et la maison, avec pour certains des entreprises qui ont renvoyé tout le monde en télétravail depuis le mois de mars, et on connaît certaines entreprises qui le seront jusqu'en septembre, voire jusqu'en janvier. L'idée, c'est que quand on renvoie tous ces collaborateurs à la maison, là, vous avez cette possibilité, par des documents internes, de sensibiliser peut-être au sujet de la violence conjugale. On sait que certaines entreprises l'ont fait. En tout cas, voilà, d'expliquer qu'il y a un numéro auquel les collaborateurs peuvent appeler si besoin. On s'est dit que c'est vraiment cette période qui peut encourager aussi à enclencher le sujet si vous ne l'avez pas encore fait, pour créer du lien et orienter si besoin. Et enfin, la dernière idée sur la question de la sensibilisation, c'est que malgré les conséquences négatives qu'on vient de voir sur le travail des violences conjugales, l'emploi reste généralement vécu pour les femmes victimes de violences comme un cadre positif. C'est un lieu, un moment qui est hors des violences conjugales, qui permet de penser à autre chose, qui permet aussi d'être valorisé et qui surtout assure une autonomie financière pour la personne qui est victime de ces violences. Donc, si en plus de ces violences qui sont vécues à la maison,
le cadre de travail n'est pas sain et on y rencontre du sexisme au quotidien, voire aller jusqu'à du harcèlement sexuel, on va se retrouver avec des victimes qui sont exposées à des violences supplémentaires, à des violences cumulées qui peuvent clairement amener à un décrochage de l'entreprise et une aggravation de leur situation. Donc, c'est aussi le moment de se dire qu'il est important globalement de communiquer sur la question des violences, sur le sexisme, sur le harcèlement sexuel, pour que tout ça ne vienne pas s'imbriquer à une situation personnelle déjà compliquée. Voilà, on ne vous en dit pas plus sur les bonnes pratiques et la manière de s'engager parce que ce sera vraiment l'objet du prochain webinaire. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire que l'entreprise ne peut pas et ne doit pas tout faire, mais a quelques leviers et quelques rôles à jouer sur ce sujet. Voilà. C'est le moment du coup de passer aux questions. Il n'y en a pas eu, sauf si je les ai manquées dans la conversation, mais on a quelques minutes voilà, si vous avez des questions, des réactions sur ces différentes idées reçues. Ouais, n'hésitez pas, voilà, réaction ou question, vous pouvez brancher directement votre micro pour nous parler, ça sera plus sympa. Et puis sinon, voilà, vous pouvez aussi me poser des questions à l'issue du webinaire, on vous redonnera nos adresses mail. J'en profite pour vous mettre le lien vers le reportage sur les féminicides de France 2. Ouais, on vous le remet. Écoute, ici, il n'y a pas de questions. On va passer à la suite et justement à ce moment où on va peut-être échanger avec vous aussi sur vos attentes et vos besoins sur le sujet pour préparer notre prochain temps d'échange. Oui, alors l'idée, c'est effectivement de ne pas rentrer dans le détail de vos éventuelles pratiques. C'est que vous nous fassiez part simplement voilà, de vos attentes et vos besoins sur le sujet. Et puis l'accompagnement dont vous auriez besoin au cours de ce que nous avons conçu, ce que nous voulons concevoir comme un cycle d'échange. Donc voilà, vous pouvez réagir directement à l'audio, prendre le temps. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez intervenir, par exemple, Marion, Stéphane? Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à intervenir dans la conversation également. Voilà, si vous ne souhaitez pas brancher votre caméra et votre micro. Sinon, vous avez les deux petits logos en bas à gauche pour activer caméra et micro. Alors, vous dites, Marion, au sein de votre entreprise, un Bouygues Construction, vous êtes plutôt en phase de benchmark. L'idée, ce serait d'avoir des idées d'action voilà, à faible coût. Oui, après, voilà, je pense que j'imagine que vous êtes à différents stades dans les entreprises. En tout cas, voilà, vous avez raison de vous intéresser à ce sujet-là. Et c'est vrai que forcément, voilà, on démarre cette démarche, enfin, ça se démarre forcément par un état des lieux et voir ce qui existe. Et, en tout cas, nous, notre rôle aux entreprises pour la cité, et on le fera avec vous, c'est de bien voilà, de vous aider à faire ce benchmark et à faire ce tour d'horizon des bonnes pratiques de ce qui existe. Vous avez établi un dispositif. Ouais, avec le Covid, ça a compliqué les choses pour mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dispositif, Marion, éventuellement? On en reparlera la fois prochaine. Vous m'entendez? Ouais, très Oui. bien. Bonjour. Oui, en fait, j'ai préparé tout un plan d'action avec des dispositifs d'aide, que ce soit logement, véhicule, identité digitale, garde d'enfants, enfin voilà, sur plein d'actions, mobilité si l'auteur et la victime sont dans notre entreprise, puisque je pense que ça peut arriver aussi, etc. Mais c'est vrai que tout a un coût financier. Nous, on a pas mal d'accords cadres, donc on peut avoir un appart-hôtel ou un logement très rapidement partout en France, bénéficier des accords cadres. Mais voilà, si la victime n'a pas forcément d'argent pour payer, même si c'est moins cher, je ne suis pas sûre que du coup, on puisse financer à 100%. Par exemple, ce type d'action, on peut lui mettre à dispo un véhicule, soit via notre pool de véhicules services ou fonctions, ou via nos accords avec Sixt ou Hertz, par exemple.
Mais bon, voilà, c'est vrai que du coup, là, avec la crise, les budgets sont un peu beaucoup réduits. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à, en tout cas, financer tout ça. Mais en tout cas, lors de mon lancement officiel, à minimum, je pourrais dire qu'elles peuvent bénéficier des prix négociés. Mais En tout cas, vous faites bien de nous le dire, ça sera peut-être voilà, quelque chose qu'on abordera dans les pratiques, hein, l'enjeu du financement, hein, des actions et des dispositifs, de peut-être ce qui existe pour vous. voilà. Merci beaucoup. D'autres réactions? Ça vous vient pas tout de suite, peut-être plus tard. Très bien. Bah, sinon, dans ce cas, peut-être en vous laissant un peu plus réfléchir si les choses vous viennent. On va effectivement laisser la parole à la Fédération nationale des centres d'information droits des femmes et des familles, parce qu'on vous disait tout à l'heure que, effectivement, Julia, est-ce que tu peux présenter ce prochain rendez-vous? Oui, l'idée effectivement, c'était aujourd'hui de faire un webinaire introductif pour ensuite continuer et réfléchir ensemble sur la manière dont les entreprises peuvent agir. Mais on s'est dit que c'était quand même important de lever toutes ces idées reçues avant et de s'assurer que voilà, tout le monde est bien dans la même démarche et convaincu en tout cas par la nécessité d'intervenir. Donc on vous propose déjà un deuxième rendez-vous. On a réussi à fixer une date avec la Fédération nationale des CIDFF qui interviendra. Ce sera le 15 octobre de 10h30 à midi. Donc, ce sera un jeudi également. Et on fera témoigner donc la Fédération nationale des CIDFF qui apportera un éclairage sur l'accompagnement des femmes victimes de violences et sur le rôle que peut jouer l'entreprise. Et là, on aura vraiment un temps d'échange sur les pratiques. Voilà, donc ce sera l'occasion peut-être d'échanger avec vous en amont, de préparer des interventions pour que vous puissiez raconter ce que vous faites en interne, mais aussi vos interrogations et pourquoi pas vos mauvaises pratiques. On aime bien aux entreprises pour la cité souligner aussi ce qui ne marche pas parce que c'est le rôle du réseau, c'est de se raconter ce qui fonctionne, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné pour éviter aux autres de le reproduire et d'apprendre un petit peu voilà, des échecs et des choses qui n'ont pas fonctionné. Donc peut-être voilà, laisser la parole dans un premier temps à Claire Caminade de la Fédération nationale des CIDFF. Claire, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, nous présenter un petit peu ce que sont les CIDFF et puis pourquoi pas voilà, faire un petit teaser de la prochaine fois et donner envie à nos entreprises présentes aujourd'hui d'être à nouveau avec nous le 15 octobre pour vous découvrir et puis pour avancer un petit peu sur ce sujet. Je vous laisse la parole, Claire. Merci. Tout d'abord, merci Julie et Julia de nous avoir proposé de participer en tant qu'observatrice à ce webinaire que pour ma part j'ai trouvé très intéressant et qui dresse bien un panorama des différentes formes de violence. Et notamment comment une entreprise peut commencer à s'impliquer sur ces questions qui touchent en effet la vie privée, mais qui ont un impact, comme vous l'avez bien souligné, sur la vie professionnelle. Pour présenter rapidement la FNCIDFF, la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, la FNCIDFF assure la direction stratégique d'un réseau de 106 CIDFF qui sont présents sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Les CIDF exercent une mission d'intérêt général qui leur est confiée par l'État, dont l'objectif est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomie financière et professionnelle des femmes. Donc les CIDF interviennent sur différents domaines, donc la lutte contre les violences, l'accès aux droits, la santé, la parentalité, la conjugalité, l'emploi et la création d'activités également. Donc voilà, c'est des domaines qui sont complémentaires et qui permettent aux personnes qui s'adressent à un CIDFF de pouvoir obtenir sur un même lieu des informations sur les droits, sur les violences, mais également d'être accompagnées dans leur démarche de recherche d'emploi, par exemple, sur toutes les questions liées à la parentalité, l'articulation des temps, voilà, trouver dans un même lieu différentes ressources.
Concernant l'accompagnement des entreprises et des femmes qui sont victimes de violences, les CIDF proposent vraiment des informations complètes sur les droits au niveau pénal, au niveau civil, au niveau social, et pour les femmes aussi un accompagnement psychosocial dans la durée. Au niveau des entreprises, les CIDF mènent des actions de sensibilisation et d'information sur la lutte contre les violences, un peu à la main. Voilà. Vous l'avez déjà fait, mais ça peut aller plus loin sur différents types de formats, soit sur des petits déjeuners, soit sur des temps de pause, au niveau des équipes de management notamment, pour comprendre en quoi les violences conjugales, les violences conjugales et toute forme de violence peuvent avoir des impacts sur la vie professionnelle et le maintien en emploi des femmes. Voilà, je fais très très court parce que je sais qu'on abordera tout ça plus en détail la prochaine fois. Tout à fait, merci pour cette présentation. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on s'appuie sur vous en tant que structure ressources et personnes ressources qui viendront nous éclairer un peu plus précisément sur la prise en charge et effectivement sur toutes les pratiques que vous avez pu observer aussi en accompagnant des femmes et des entreprises. Voilà, vous pourrez nous faire part de ces pratiques. Oui, parce que certains CIDFF ont mis en place des actions dans les entreprises pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Et, ça fera partie de ce qu'on expliquera, de ce qu'on présentera la fois prochaine. Merci. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bloquez votre créneau du 15 octobre de 10h30 à midi. Voilà, et dès que vous serez inscrit, on reviendra vers vous effectivement pour préparer ce temps et préparer des témoignages d'entreprise également pour cette matinée. Le webinaire touche à sa fin. Merci à tous pour votre participation, à toutes et à tous. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent suite à ce webinaire. On y répondra avec plaisir. Oui, effectivement, des questions, des interrogations, voilà. Ça nous permettra en fait de nous nourrir aussi dans nos prochains échanges dans cette prochaine étape de ce cycle d'échange. Merci beaucoup tout le monde. Merci et on vous dit à bientôt dans nos événements et puis à bientôt pour ce prochain événement sur le rôle de l'entreprise face aux violences conjugales. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.